Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de BX Foot pour une émission aujourd'hui intégralement consacrée au CC Foot. Et ils sont 3 à s'être déplacés aujourd'hui dans notre studio pour aborder cette thématique du CC Foot, à commencer par Nicole Bardaxoglou, présidente et directrice de la Haute École Libre de Bruxelles et présidente du Brussels Five-a-Side Anderlecht. Bonjour Nicole, bienvenue dans notre studio. Vous êtes associé à Nathan Menendez, l'entraîneur de l'équipe Brussels Five-a-Side Anderlecht. Bienvenue aussi Nathan. Et enfin, bien, ça devient une habitude dans notre émission depuis le début de la saison. Thomas Leloup est présent avec nous, journaliste sportif du côté de la capitale. Alors, Nicole Bardaxoglou, on va commencer avec vous tout simplement pour que vous puissiez nous expliquer en quoi consiste le CC Foot et quel est votre rôle dans ce sport. Alors le CC Foot comprend 2 catégories. Pour les malvoyants, B2, B3 qui est du futsal et qui ne nécessite pas de grande adaptation, mais aussi une catégorie B1 pour les aveugles et très malvoyants assimilés comme aveugles. Et là, ça se joue avec des adaptations, un ballon sonore, mais également un bandeau sur les yeux pour mettre tous les joueurs à égalité, et puis des guides qui permettent aux joueurs de s'orienter, le gardien de but qui guide la défense, un guide de l'entrejeu et derrière le goal adverse, un guide de l'attaque. On reviendra plus précisément au niveau des règles du CC Foot. Et alors, votre rôle personnellement dans le CC Foot, ça consiste en quoi ? Je suis devenue maintenant présidente du Brussels Five-a-Side Anderlecht et en fait, je suis devenue, mais depuis toujours. C'est ça, parce que c'est important. Vous êtes à la base, à la création du CC Foot en Belgique. Tout à fait. Donc en fait, c'est un hasard de la vie. J'avais une formation de psychologue, orientation psycho du handicap, et puis mon fils aîné très rapidement s'est rendu compte qu'il avait un problème visuel et qu'il allait devenir aveugle. Il s'est avéré qu'il était fan de foot et jouer dans un club, pour lui, ça n'était pas possible. Il a fait d'autres sports adaptés. Et un jour, en allant à un congrès de psychologie du sport, j'ai vu des Brésiliens qui présentaient un poster sur le CC Foot. Et donc, j'ai gardé contact avec eux. Ils m'ont envoyé des cassettes vidéo à l'époque, puisque ça date de 1999. Et à partir de là, on a gardé des contacts. On a créé une ASBL. Et le CC Foot a été reconnu par la Ligue Handisport en 2008. À partir de là, le projet s'est développé. On a commencé à avoir un petit sponsor. On avait eu l'aide de Cap 48 déjà en 2003. Et voilà, de fil en aiguille, le club a pu grandir. Une équipe nationale s'est créée en Belgique aussi. Et voilà, on est à combien de licenciés? Est-ce que vous savez ça à Bruxelles ou en Belgique à l'heure actuelle? Il n'y en a pas tellement. Dans notre club, on est environ à 24. Mais pour l'ensemble de la communauté française, en tout cas, parce qu'il n'y a pas de CC Foot en Flandre, on se trouve avec 3 équipes, une à Charleroi, une à Liège qui met les choses en place pour l'instant et Bruxelles qui existe depuis 2000. Il faut vous dire que par exemple, en comparaison en France, il y a 9 équipes pour toute la France avec plus de 60 millions d'habitants. Donc je pense que c'est raisonnable. C'est pas si mal parti. Oui. Nathan Menendez, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs quelles sont les spécificités et les règles de ce sport? Parce qu'on sait que vous suivez les règles FIFA, mais avec quelques aménagements. Nicole en a brièvement abordé quelques-uns. Est-ce que vous pouvez les expliquer? Bien sûr, alors je pense qu'il y a pas mal d'aménagements au niveau des règles. La règle principale, ça reste le signalement. Et donc tout joueur qui se déplace sur le terrain doit dire « voy », qui signifie « je vais » en espagnol. Donc tout joueur, sauf le joueur qui a bien sûr le ballon, qui lui est signalé par le bruit sonore que fait le ballon. C'est ça, il y a des petits clochets dans le ballon pour l'entendre. C'est ça, il y a des gros lots à l'intérieur et aussi autour, donc voilà. Et vous l'avez dit aussi, il existe donc 2 catégories différentes pour bien différencier, c'est ça? C'est par là que ça se passe, les malvoyants et les non-voyants. Thomas, dans le cadre de votre activité journalistique, vous avez couvert du CC Foot. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Je trouve que c'est vraiment l'ouverture pour tout le monde. Ça va permettre on sait que voilà, le handicap, ça peut arriver. Et donc voilà, ici, le fait d'avoir un club de CC Foot à Bruxelles et organiser une journée justement pour sensibiliser les gens, j'ai trouvé ça très, très noble. Justement, maintenant qu'on a planté le décor, eh bien, je vous propose de nous rendre du côté du Stade Éverrois où un événement spécial CC Foot y a été organisé il y a 2 semaines. C'est un sujet préparé, filmé et monté par Raphaël Blanc-d'Amour.
Organisée par le Brussels Football sur la pelouse du Stade des Verts, cette journée découverte autour du cécifoot a permis à beaucoup d'explorer une dimension du football jusqu'alors inconnue. J'ai été moi-même très impressionné au début. Je n'arrivais pas à croire les gestes techniques qu'ils arrivaient à effectuer. Et je les ai vus faire des choses, c'est vraiment très impressionnant comme football. Évidemment, c'est peut-être pas aussi rapide que du vrai football, mais c'est assez impressionnant pour moi-même. J'ai essayé et je vous assure qu'on n'arrive pas à faire ces gestes-là, ça c'est certain. Et pourtant, de jeunes footballeurs se sont prêtés au jeu. Animés par les joueurs malvoyants, des ateliers d'immersion étaient proposés. Munis de leurs masques opaques, les enfants ont pu alors se plonger dans une autre réalité et tester, non sans quelques petits ratés, le cécifoot. Il n'y a pas de barrière à avoir avec l'handicap. Et regardez, ce qui est génial, c'est que les enfants viennent d'eux-mêmes venir près de nous en me posant des questions, en me disant tu me vois, tu me vois pas. Et c'est pas une honte, c'est pas une maladie. Et nous on répond vraiment avec le sourire et le plaisir et de leur expliquer notre sport qui en fait est du foot. Pour l'entraîneur de l'équipe alsacienne, venu spécialement pour cette occasion avec son équipe, c'était là un moment unique. Je regardais avant justement et je me disais c'est excellent en fait comme échange, que là du coup il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de voyant intermédiaire, il n'y a pas de coach, c'est vraiment voilà, vous vous occupez du petit enfant, vous lui expliquez votre passion et puis en général les enfants accrochent beaucoup plus et en général ils adorent ça quoi, c'est top. Un instant magique qui, on l'espère, effacera encore un peu plus les préjugés pour réunir les footballeurs et footballeuses de tout horizon autour d'une seule et même passion, celle du ballon rond. Nicole Bardac-Soglou, quel est votre sentiment après avoir vu ces images? Ça doit être quand même ultra encourageant de voir ça. Absolument, c'est vraiment une très très belle reconnaissance et un beau reportage qui montre d'ailleurs que notre objectif en tant que club n'est pas rien que de développer une équipe compétition, mais c'est bien de faire comprendre au niveau de la société qu'il y a toutes les possibilités d'intégrer les personnes en situation de handicap en général et pour la malvoyance en particulier. Et donc oui, c'est extrêmement encourageant. Je pense que dans nos objectifs, il y a une question de sensibilisation à la question du handicap, mais il y a aussi pour les joueurs d'autres objectifs que le foot pur. Bien sûr, c'est du foot avant tout, mais il y a des objectifs qui sont l'intégration sociale, et ça c'est une belle manière avec un reportage comme ça de montrer qu'effectivement il n'y a pas de barrière, comme le disait Kevin. Et il y a aussi un objectif de santé publique, parce que très souvent les personnes déficientes visuelles ont peur de se déplacer, donc il y a parfois des risques de surpoids, il y a parfois des risques d'obésité, de difficultés au niveau articulaire, etc. Et le fait de pratiquer un sport, de manière générale, c'est quelque chose qui est intéressant en termes de santé et puis de loisirs. Clairement, on en reviendra aussi à ce sujet, on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Nathan, est-ce que, comme dans le foot normal, entre guillemets normal, on élabore aussi des tactiques pendant les matchs? Parce qu'on a vu qu'il y a eu quelques rencontres qui ont été déroulées durant cette journée. Bien sûr qu'on y adapte des tactiques. Maintenant, ce sont encore une fois des tactiques adaptées au cécifoot. Mais oui, ça c'est quelque chose qui est d'ailleurs pas facile au départ, parce que pour ma part, je viens du football normal, on va dire. Je suis arrivé au cécifoot avec des idées de football et il faut tout adapter, parce qu'on essaye des choses et on voit que ça marche pas. Donc on essaye d'autres choses, on échange beaucoup avec les joueurs qui sont dans le cécifoot depuis bien plus longtemps que nous. Et voilà, au final, on arrive à adapter des choses et mettre des tactiques en place. Mais il y a beaucoup de tactiques qui sont mises en place, peut-être même plus que dans le football normal. Et puis Nicole l'a dit, il y a clairement une journée de sensibilisation, puisque finalement ça a permis à des voyants de se tester, de mettre des masques et de voir quel effet ça fait de jouer au foot sans voir. C'est aussi peut-être le seul sport au monde, ou en tout cas un des seuls, de mettre en corrélation ensemble des personnes valides et moins valides. Ça, c'est magnifique. Nathan. Oui, c'est vraiment ça qui est beau. D'ailleurs, le reportage le montre très bien. C'est vraiment cet échange qu'on essaie de mettre en place. Et c'est quelque chose de très, très important pour nous de pouvoir mettre cet échange en place lors de nos sensibilisations ou nos journées de démonstration.
Oui, c'est vrai. Dites-moi, Nicole, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voudrais ajouter justement que quand on prend une équipe qui est constituée de 4 joueurs de chant déficients visuels, il y a 3 autres personnes quelque part qui font partie de l'équipe aussi et qui sont bien voyantes. C'est ça, c'est ce que sont j'allais les 3 justement guides. aborder Voilà. maintenant. Il y a Et le donc, gardien, il y a le gardien qui voit, il y a l'arbitre qui voit également, Oui, bien sûr. il y a le guide qui... Le guide derrière le goal Voilà, c'est ça, et l'entraîneur. et l'entraîneur. Donc ça fait un melting pot assez sympa sur le terrain et ça fait que tout le monde vit ensemble. C'est ce que vous vouliez... Oui, rajouter. Et d'ailleurs, les joueurs avec beaucoup d'humour disent qu'en fait, c'est eux qui font de l'intégration de personnes normales. Thomas, c'est vrai que c'est aussi un beau moyen de comprendre ce que vivent au quotidien les personnes à déficience visuelle. Oui, et je pense aussi important de voir que beaucoup d'enfants ont participé. C'est important, je pense aussi, pour au niveau de l'éducation et du respect, de l'intégration des personnes qui sont malvoyantes. Voilà, c'est important pour au niveau de l'éducation, je pense surtout. Nathan, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle des guides? Peut-être que Nicole ajoutera son mot par la suite, mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez expliquer le rôle des guides au Cécifoot? Alors chaque guide a un rôle un petit peu différent et à la fois un petit peu le même. C'est-à-dire que notre but, c'est vraiment de permettre aux joueurs de se placer sur le terrain, de se repérer sur le terrain et de s'orienter. Maintenant, il y a le gardien qui guide principalement la défense parce qu'il ne peut pas guider plus loin. Le coach, donc moi, qui guide la partie centrale. Et alors, on a un guide offensif qui est principalement Nicole, qui va guider plutôt les attaques. Donc, à chaque fois, c'est une façon de guider différente. Le gardien, il guide les joueurs dans le même sens que lui. Le guide offensif, il les guide en miroir. Donc déjà, ça change beaucoup. Nous, au milieu de terrain, c'est pas facile parce qu'une fois, on coach en miroir, une fois, on guide pas en miroir. Donc voilà, c'est pas toujours facile, mais c'est principalement leur permettre de se repérer, de repérer le ballon quand il fait plus de bruit. Et voilà. Nicole, vous nous l'aviez caché, ça, que vous étiez aussi guide? Oui, j'ai commencé comme ça parce qu'il n'y avait personne d'autre. Je passe doucement le flambeau parce que je pense que c'est important qu'il y ait une relève également dans ce sport et dans notre club en particulier. Oui, mais c'est intéressant à faire. Eh bien, la transition a été toute faite puisqu'on va maintenant écouter l'un des guides présents ce jour-là. Des propos toujours recueillis par Raphaël Blanc-d'Amour. Alors moi, je suis guide offensif donc de l'équipe de Schiltigheim. Mon rôle consiste à guider mes attaquants. Donc en fait j'ai une zone de guidage, c'est que dans les 12 mètres du côté de l'attaque. Donc là j'ai le droit de donner quelques indications à mes attaquants. J'en donne, il faut trouver le juste milieu, il ne faut pas qu'il y en ait trop, il ne faut pas qu'il y en ait trop peu. L'idée c'est qu'ils puissent se situer sur le terrain et savoir grosso modo où sont leurs adversaires. Et voilà, après ils se débrouillent tout seuls. Je leur dis les moments où ils peuvent tirer, les moments où il ne faut pas forcément tirer, les moments où il faut passer. Voilà, en gros c'est mon rôle. Il faut surtout connaître les gars en fait, je pense que c'est le plus important. Savoir de quelles infos ils ont besoin. Donc voilà, ça fait un bout de temps qu'on se côtoie toutes les semaines. Donc c'est surtout ça, c'est surtout de la complicité avec mes attaquants pour savoir de quoi, voilà, c'est ça, c'est de quelles infos ils ont besoin. Nicole, j'ai eu la chance et l'opportunité d'être présent ce jour-là lors de cette organisation. Et c'est vrai que ça saute aux yeux. Et moi, ça m'a touché. C'est cette symbiose entre les guides et les joueurs. Ça doit être aussi une sorte de victoire, ça, pour vous. Oui, bien sûr. On fait partie de l'équipe de manière intégrale. Je pense aussi que les joueurs, il le dit très bien, ont besoin parfois chacun d'être guidés différemment. Et on a un laps de temps extrêmement réduit pour donner une information. Donc en termes de communication, ce sont des mots, mais qui peuvent... Évidemment. Oui, et la manière dont on communique avec eux, elle est presque individuelle. Et je pense que c'est vraiment essentiel, ça, pour qu'ils puissent avoir une représentation mentale, pas que de leur position, mais de la position des autres. Donc ça veut dire que dans leur tête, ils construisent tout le temps leur position par rapport aux autres attaquants, mais par rapport aux défenseurs et par rapport à l'opportunité d'aller seul marquer un goal, ou bien de devoir passer, ou bien de jouer tactique comme le coach le demande, quoi. Dites-moi si je me trompe, mais quand je vois ça, quand je me base sur le côté humain de ce sport, j'ai l'impression que ça partage des valeurs olympiques. D'ailleurs, c'est un sport qui a fait son entrée lors des Paralympiques 2004 à Athènes. Ça, c'est aussi une force de ce sport, c'est cette sociabilisation entre les hommes et les sourires qu'on retrouve sur le terrain, Thomas. Oui, tout à fait, mais on l'a vu pendant le reportage, même je reviens toujours avec les enfants, mais on sent vraiment que quand il y a des enfants ou des plus jeunes, ça donne une ambiance différente à l'événement. Un adulte qui parlait aussi, qui a refait le... C'est ça, qui a testé lui-même de se mettre en... Je pense que c'est très important, cette sensibilisation, et c'est vraiment à quoi cette journée a servi.
On a vu les côtés positifs. Est-ce qu'il y a des côtés négatifs, Nicole, Nathan? Vous êtes peut-être bien placés pour en parler. Des freins que vous retrouvez face au Cécifoot. Je pense évidemment aux moyens financiers octroyés par l'Union belge. Est-ce qu'il y a une amélioration ou est-ce que ça peut être encore mieux? En fait, pour l'instant, pour que le club vive, on reçoit des subsides de la Ligue handisport et donc du ministère des Sports de l'ADEPS. On reçoit de l'aide d'une société philanthropique qui sont les Lions Atomium. Et puis en dehors de ça, on rentre chaque année des dossiers à la région d'une part, à la COCOF d'autre part, qui nous octroient des aides. Évidemment, c'est des deniers publics, donc il faut évidemment justifier, et c'est bien normal, l'ensemble des dépenses. Donc c'est un très gros boulot au niveau administratif pour une petite structure comme la nôtre, mais sans ça, on ne pourrait franchement pas vivre. Une petite structure, mais qui ne cesse de s'améliorer aussi. Vous l'avez dit, on n'est pas si loin, on n'accuse pas un si gros retard par rapport aux Français. Ah non, je pense qu'on n'a plus de retard par rapport aux Français. Ce qui est quand même... on est au même niveau. Bon, ils ont une équipe qui effectivement est bien plus forte que nous, mais en 4 ans, on est arrivé deuxième sur 4 ans à la Coupe de France. Donc, avec l'équipe nationale? Avec le Five-a-Side Brussels-Anderlecht, oui. Nathan, ça c'est des objectifs sportifs qui vous poussent aussi à continuer parce que c'est bien le bien-être, la bonhomie générale sur les pelouses, mais lorsqu'il y a un petit trophée, un petit goût de compétition, ça ajoute aussi quelque chose? Bien sûr, on aime beaucoup le Cécifoot, c'est notre passion comme Nicole l'a dit. Maintenant en tant que coach, on a toujours envie de plus, on a toujours envie de résultats. Et on n'est pas que nous à vouloir des résultats, les joueurs aussi veulent des résultats. Et je pense que c'est quelque chose qui se ressent très fort, mais lorsque les résultats sont bons comme partout, l'ambiance est meilleure. Et donc voilà, bien sûr qu'on essaie de rallier un petit peu la bonne ambiance, mais aux résultats aussi. On se déplace une dernière fois à Evere pour s'apercevoir que les bienfaits du Cécifoot ne se ressentent pas uniquement sur les terrains, mais aussi en dehors. De façon personnelle, ça m'a beaucoup enrichi et ça permet de développer aussi d'autres caractéristiques ou concepts de ma vie. C'est parce que quand on est avec eux, avec les non-voyants, on est obligé de communiquer. Il n'y a pas de communication verbale ou autre, on est obligé de communiquer verbalement. Donc ça a développé un peu plus ma personnalité. Parce que j'étais une personne très réservée avant. Pour avoir fait beaucoup de sport en valide, c'est vraiment une mentalité c'est haute, quoi. Humainement, c'est une expérience assez intense. Je me vois pas, pour l'instant là, je me vois pas quitter ce groupe. C'est vraiment des liens assez forts. Ouais. Nicole, est-ce qu'elle n'est pas là, finalement, votre plus grande victoire? C'est de voir que ça permet à certains non-valides de s'épanouir, mais dans la vie extérieure au football. Tout à fait. Et c'est vraiment quelque chose qui est important et fondamental et porteur. Et je crois que tous les membres du staff le partagent. Il peut arriver à l'un ou l'autre d'entre nous au quotidien de râler pour des bêtises ou bien de se sentir parfois fatigué. J'avoue franchement qu'avec ma charge de directrice présidente à la Haute École Prigogine, faire tout ça en plus, parfois c'est un petit peu lourd. Mais quand je pars avec eux en week-end, en compétition et que je les entends avec leur humour communiquer entre eux, quand je vois la manière dont ils prennent la vie positivement, je ne peux revenir qu'avec plus d'énergie et vraiment, je les en remercie. Nathan, c'est aussi votre motivation, c'est ça, l'épanouissement de vos joueurs? Oui, non, c'est génial de les voir s'épanouir et je pense qu'on s'épanouit tout autant qu'eux, si pas parfois plus. Mais oui, vraiment, les compétitions, les voyages qu'on fait ensemble, c'est des moments très forts et je pense que c'est ça qui nous permet aussi sur le terrain d'être meilleurs. Mais voilà, ce sont vraiment des moments très enrichissants, autant pour eux que pour nous, vraiment. En plus, ça leur permet de grandir avec leur handicap. Donc, je parlais avec l'un d'entre eux, ça a amélioré par exemple son ouïe. Donc ça, c'est quand même quelque chose de fort. Oui, c'est certain que si en plus on peut améliorer des choses extra-sportives, c'est toujours mieux. Surtout que pour eux, par exemple, l'exemple de Louis, ça peut être très intéressant dans leur vie quotidienne et pas uniquement pour le Cécifoot. Nicole, pour terminer cette émission, quels sont finalement vos espoirs futurs, vos objectifs pour l'avenir? Quand on parlait des points qui sont les points négatifs, ce que nous avons vraiment besoin dans la région bruxelloise, c'est d'avoir un terrain qui soit aux normes paralympiques.
parce que pour l'instant, quand on organise des événements comme ceux qui ont été organisés à Evere, et grand merci d'ailleurs de cette organisation, il faut déplacer nos barrières, qui sont des barrières aux normes paralympiques, qui ont une forme spéciale, etc., mais qui, par barrière, pèsent 81 kilos. Donc c'est très Il y en difficile. a 42. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est de devoir transporter tout ça. Et donc, on est vraiment en manque d'un espace où on pourrait poser nos barrières. Voilà, exactement. Et c'est vrai que ça n'a pas évolué depuis quelques années parce que vous aviez déjà fait cet appel-là, il me semble, il y a 3 ans où vous étiez obligé de vous déplacer en France pour jouer notamment. Oui, mais ça continue. On va continuer à participer à la Coupe de France, au Championnat de France, à des tournois européens parce qu'il n'y a pas assez d'équipes en Belgique pour l'instant. Et puis, c'est vrai qu'il y a la grande famille du Cécifoot et que quand on va jouer en France, on connaît tous les joueurs, tous les entraîneurs. Ça fait partie aussi des liens qu'on peut tisser au niveau soit de nos voisins immédiats, soit parfois au niveau international, clairement, bien plus loin. Un tout grand merci à tous les 3 d'être venus sur notre plateau pour parler de Cécifoot. Vous retrouverez BX Foot le lundi prochain et ça sera Ilias Mekiat à la présentation. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.